Salut tout le monde, c'est Nina et aujourd'hui on va parler ceinture et title shot. En 2025 c'était la guerre à l'UFC et on est qu'au mois d'avril. On a des champions intouchables qu'on pensait même pas avoir dans le top l'année dernière. Des mecs qui ont la dalle, des mecs qui laissent leur ceinture comme ça, qui bougent toute la KT en jouant les absents. Après moi je vise personne. On commence par un point rapide avec les title shots déjà donnés en 2025. C'est pas la folie mais on prend toujours. Et ensuite on enchaîne avec les pronos, les combattants qui vont forcer un peu la main à Dana White pour avoir leur chance. Il y a des noms qui vont surprendre et je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Avant de plonger dans les pronos, faisons un point sur les title shots déjà bookés. À ce jour, le 16 avril, il y a pas des folies, mais c'est à mater quand même. UFC 314, c'était ce week-end. Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Volkanovski par décision unanime reprend son dû après que Ilia Topuria ait changé de catégorie. Combat solide, pas de KO, dommage pour le spectacle, mais franchement, la carte entière était à voir, pas de regret. UFC 315, le 10 mai, Belal Mohamed contre JDM. Belal Mohamed, il a quand même douillé pas mal de gens l'année dernière, hein. Donc cette fois c'est un peu son last dance. Il peut pas fuir, le combat aura forcément lieu, à part si c'est vraiment abusé à un point. Franchement, normalement, il se présente, il est là. JDM, gros sniper, et je sais qu'il veut sa couronne. Toujours à l'UFC 315, le même jour, le 10 mai, Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot, un combat grave important pour la France. Tout ça pour la ceinture flyweight chez les femmes. Fiorot est invaincue à l'UFC. Franchement, elle a la chance de pouvoir potentiellement être notre première championne française. On la soutient à fond, elle a le striking, elle a le cardio. Après, c'est belette en face. Faudra gérer la pression, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Ça va être un super combat. Et on va repartir avec la ceinture. L'UFC 316, le 7 juin, Merab remet sa ceinture en jeu pour Sean O'Malley. Merab l'a fumé en 2024. Mais Sean O'Malley, il jure qu'il va le mettre KO cette fois-ci. Alors on va voir qui ment. Moi, j'adore Sean O'Malley. Je suis une grande fan, mais si ce combat-là, c'est pas du Dana White privilège, je serais de très mauvaise foi de vous dire le contraire. C'est tout ce qu'on a de concret pour l'instant. Dana White garde ses cartes très près du torse, comme d'habitude. Mais nous, là, aujourd'hui, on s'en fout des annonces officielles. On est là pour avoir du nouveau. On est là pour parler de ceux qui vont gagner leur ticket d'entrée pour le title shot d'ici la fin de l'année. Je vais pas couvrir toutes les catégories, sinon on va y passer la nuit. On va se focus sur les plus dynamiques, et voilà ce qui peut se passer. Chez les poids lourds, Thomas Spinal attend, mais qui d'autre? Thomas Spinal, champion intérimaire, on le sait tous, et on sait surtout que le prochain combat logique pour le vrai champion, Jon Jones, c'est lui, mais là, ça commence un peu à tarder. On est en avril 2025, toujours rien d'officiel, et Thomas Spinal le dit lui-même. Il n'y a plus nulle part où aller Johnny, soit il m'affronte, soit il prend sa retraite, et s'il choisit sa retraite, tout le monde saura qu'il m'évitait. Il a pas tort. Jones traîne des pieds depuis grave longtemps, beaucoup trop longtemps, et là ça commence à un peu être long, et ça se ressent dans la KT. Spinal, il est là, ceinture autour de la taille, il attend comme un con. Mais si, et je dis bien si, il finit par avoir ce combat, et qu'il gagne, qui pour la suite? S'il gagne, il est toujours là, il attend avec son striking, et il a même amélioré son grappling, j'ai vu qu'il était parti à l'étranger pour. Donc s'il met un KO au prochain UFC Paris en septembre, ou même s'il surprend une petite soumission, Dana White ne pourra pas l'ignorer. Et bon, après, soyons honnêtes, il faudra qu'il remontre un peu qu'il a envie de repartir pour la ceinture. Alexander Volkov, franchement, il était sur une bonne lancée. 2 belles victoires récemment, un petit KO sur Romanov, une soumission sur Tuivasa et une décision unanime sur Pavlovich. Mais depuis Cyril Gane, un peu plus discret. Et le seul truc qu'il peut faire qui n'aura pas forcément le title shot direct, c'est que il ne procure aucune hype ce mec. Même s'il me part avec une belle perf des mecs comme Tuivasa ou Blades, ça risque d'être compliqué. Dana White, c'est pas ce qu'il veut, on le connaît. Franchement, pour un title shot, ça craint de l'avoir. Donc pour celui-là, je passe mon tour. Si Aspinal devient un vrai champion, j'aimerais bien un Cyril Gane. Il peut vraiment avoir la chance de le défier peut-être fin 2025. Mais Volkov, personne ne le voit venir. Donc peut-être un retournement de situation, ce serait quelque chose. Chez les light heavyweight, Ankalaev a pris la ceinture à Pereira à l'UFC 313, mais qu'est-ce qu'il est chiant à regarder! Il est chiant à regarder, mais intouchable. Ça va pas sans l'autre. Donc pour l'instant, qui peut le menacer? Évidemment, Pereira veut sa revanche, et si ça se refait, ce qui est probable à 99%. Si ça finit sur une décision un peu serrée, Pereira sera forcément avantagé, il va gagner, il y aura une trilogie. Son striking, il reste le même, mais il doit vraiment travailler sur des mecs comme Ankalaev, Roundtree Jr. Ce mec,
Il est trop fort. Il avait perdu contre Pereira en 2024, mais il avait choqué tout le monde. Sur Twitter, on était tous choqués. Il affronte Hill à un UFC Fight Night en juin, mais s'il le bat d'une manière destructrice, il y a moyen qu'il soit un peu dans les papiers de Dana. Après son grappling, on passe. Pour moi, c'est sûr que Pereira va revenir. Il a déçu pas mal de gens, mais quand même, un Pereira en main event, en title shot pour la revanche, ça vend quand même, faut pas mentir. Country, ça peut être un vrai chaos et un vrai retournement. Donc franchement, je serais pas non plus contre. Dricus du Plessis a encore battu Strickland à l'UFC 312. Cette KT, il est très fort, mais c'est un nid à requin. Si Ramzat reste en vie, et avec un gros si, parce qu'on connaît sa situation, on connaît sa santé. Il revient, il démolit tout le monde. Il a battu Whittaker en 2024, s'il passe Imavov canonnier, franchement, c'est pour lui. Et si c'est pour lui, ça veut dire UFC Abu Dhabi avant décembre. Nassourdine Imavov. La folie de ces derniers combats. Quand je vous parlais des mecs qu'on voyait même pas dans le top il y a quelques temps, qui ont leur place aujourd'hui, il en fait totalement partie. Il a choqué Adesanya en février dernier. S'il passe un mec genre Vettori ou Whittaker, franchement, il peut forcer un peu la porte. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il prouve qu'il tient sur 5 rounds. Chimaev, pour moi, je le mettrais premier sur la liste des title shots pour cette catégorie. Mais le souci, c'est sa santé et le fait qu'il puisse pas combattre aux États-Unis. Je crois pas qu'il y ait eu des nouvelles sur ça, mais pour le coup, pendant longtemps, il n'a pas pu combattre aux États-Unis à cause de sa relation avec Kadyrov, qui le limite aux UFC Abu Dhabi, ce qui est très mauvais. Ça le bloque quand même sur pas mal de cartes et j'ai peur, ou enfin plutôt je suis contente, que ça puisse donner une longueur d'avance pour Imavov. Franchement, ça reste à voir, mais j'espère qu'il va rester bloqué longtemps. Chez les welterweight, Belal et JDM s'affrontent en mai, mais la catégorie reste profonde. Shavkat 19-0. Il devait affronter Belal pour la ceinture en décembre. Mais Belal, quelques jours avant, un gros souci au pied apparemment. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Je dis rien, mais ça reste mon plus gros regret à ce jour. Vu que Belal Mohamed affronte JDM en mai, on va partir du principe que Belal garde sa ceinture. Du coup, je vois Shavkat affronter un mec d'ici l'été. Sean Brady par exemple, c'est un gros grappleur, il a battu des beaux noms récemment, franchement je vois pas de souci à ça. Donc si Shavkat passe Brady et qu'il affronte un top 5, Gary Burns il le passe. Il pourrait avoir son title shot avant 2026. Mais dans ce cas-là, il faudrait un peu enchaîner les combats. Ça voudrait dire que là, par exemple, juin, il affronte Brady, octobre, il affronte un autre mec, il peut choper un title shot en décembre, voire même avant. Mais dans ce cas-là, les 2 premiers combats, faudrait qu'il les finisse très tôt. Et je sais qu'il est capable. Ce mec, c'est un tueur. Et je suis dans sa propagande depuis. En parlant de Sean Brady, ce mec, c'est un cauchemar pour pas mal de gens. Il a affronté des gros noms et a vaincu Gastelum, Hollande. S'il affronte et bat un mec comme Burns, il peut forcer Dana à le mettre dans les papiers. Mais en fait, face à un gros striker comme Belal ou JDM, ça peut être un peu compliqué pour lui. Je pense que c'est des styles qui collent pas. Et il a un bon grappling, mais je pense qu'il n'aurait même pas le temps en fait. C'est un peu risqué. Yann Gary, tout le monde le déteste. Je ne connais pas un fan de Yann Gary. Il a perdu contre Shavkat à l'UFC 310, mais il reste dangereux. Suffit qu'il prenne un mec comme Colby ou Edward en short notice et c'est fini. Mais il y a moyen que son ego le trahisse. Donc franchement, j'aimerais pas avoir un champion comme lui et je pense pas qu'il ait le mental pour être champion. Après le faux espoir de Shavkat en décembre, je pense qu'il y a personne qui mérite plus le title shot que lui. Pour moi, c'est acté, c'est lui qui doit avoir le title shot. Et s'il l'obtient, je doute pas une seconde qu'il gagnera. S'il y a bien un mec que je place tout en haut de mes prospects, c'est Shavkat. Même si on peut plus trop le considérer comme un prospect aujourd'hui, je le mets quand même en haut. Chez la KT des lightweight, le plus gros bourbier. Regardez le classement. Tsarukyan, Oliveira, Gaethje, Holloway, Poirier, Hooker. Sans parler des mecs qui peuvent encore faire des remontadas. Hein. Makhachev est champion, mais avec autant de tueurs dans le top 10, c'est trop dur de se projeter sur qui pourrait avoir un title shot avant la fin de l'année. Trop de variables, trop de blessures, trop d'ego, trop de tout, c'est compliqué. Tsarukyan devait affronter Islam à l'UFC 311, mais blessure au dos, il a annulé la veille du combat. Il va clairement être puni par Dana White, donc pour lui, le title shot, c'est pas de suite. Hein. Il va falloir refaire ses preuves. Il est jeune, il a faim et il est chiant à combattre. S'il rebondit avec une grande victoire genre Gaethje ou Poirier d'ici octobre, il pourrait revenir dans la course au titre. Mais à mon avis, à mon humble avis, c'est ultra compliqué et ce sera pas pour cette année. Il a raté une opportunité de fou, il a tout
claqué la veille. Clairement pas le prochain sur la liste pour affronter Makhachev. Justin Gaethje a affronté Rafael Fiziev en mars à l'UFC 313 après le forfait de Dan Hooker. Gaethje a gagné par décision unanime, une vraie guerre, et il a montré qu'il était encore dans le coup. Bon, Fiziev avait d'excuses du short notice, mais quand même, avec cette victoire, peut-être qu'on se rapproche un peu plus du title shot pour Gaethje. Et j'ai peur que le fait que Fiziev ait été en short notice joue en la défaveur de Gaethje pour le title shot. Son menton commence à craquer, on le voit avec le KO contre Max Holloway en 2024. Donc s'il veut affronter Makhachev, bah là il va falloir prouver un peu plus. Pour moi, Tsarukyan est le futur, c'est compliqué. Mais je pense que la KT est un peu sur pause en ce moment. Gaethje peut le faire, mais il va falloir qu'il refasse des coups avant. C'est limite à se demander si Makhachev va pas devoir patienter un peu plus. Bon, maintenant focus sur les mecs que personne ne voit venir, mais qui peuvent tout faire changer. Carlos Prates, ce mec est à un tournant. Il affronte Ian Garry ce week-end, ce samedi, à l'UFC Fight Night. Et franchement, le combat peut tout changer pour lui. Prates, il a un striking un peu vicieux, mais il a un vrai mental par contre. Il t'envoie des kicks, ça peut tout changer pendant le combat. Des kicks qui t'éteignent direct. Et s'il fait un KO ou un TKO dans les premiers rounds du combat contre Ian Garry, c'est gagné. Il peut grimper d'un coup dans le classement, et si après cette victoire, il lui donne un mec comme Neal, c'est pas impossible de le voir faire un title run. Je vous le dis, ce mec, c'est un diamant. Le lâchez pas des yeux. C'est un de mes préférés sur tous les points. Tout comme Talbot. Je sais, il a perdu son dernier combat, je sais. Mais il a 26 ans et avant sa défaite, il était sur une run streak de fou, 9-0, avec tellement de beaux finishes, des KO, des soumissions, franchement c'était nickel. En plus c'était une décision partagée sa défaite, c'est pas si grave. 2 performances of the night d'affilée. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'aurais kiffé le voir dans un run vers la ceinture bantamweight, mais malheureusement ce sera pas de suite. Il a un crochet, il tape comme un vétéran. Je le vois bien battre un mec comme Peter Yan ou Rob Font avant la fin de cette année pour choper un title shot début 2026. En ayant d'autres combats en plus, évidemment. Hein. Mais s'il fait 2-3 combats avec des finishes rapides, pareil, il montera au top et je sais qu'il est capable, il l'a fait plein de fois avant. D'ici la fin de l'année, croyez-moi, il est dans le top 10 bantamweight. Dana White l'a déjà dans les radars et moi aussi. Bon, je sais que celui-là, il va pas plaire à tout le monde. Paddy Pimblett. Oui, je sais, il était pas outsider à l'UFC 314. Mais après sa perte, fallait en parler, il fallait le dire. Paddy Pimblett a démoli Michael Chandler au 3e round, en grand end pound. Et maintenant, ça y est, il est dans le top 10. 7-0 à l'UFC, invaincu. Et après le combat, il a même call-out Charles Oliveira, donc c'est pour vous dire. Paddy, je sais qu'on le voit comme un clown qui est là pour le buzz, mais croyez-moi, ça peut être un vrai contender. S'il bat des mecs comme Oliveira et Dariush d'ici la fin de 2025, c'est pour lui. Et il va devenir une superstar avec tout ce qu'il fait, il va devenir une superstar, c'est obligé. Trop de gens vont kiffer son personnage. Après, on peut parler des mecs qu'il a affrontés et se demander si aujourd'hui il est prêt à affronter autre chose que des mecs pas très frais. Beaucoup de gens se plaignent de son tapologie. C'est vrai que c'est un peu un produit Dana White. Et bon, regardez la perf qu'il nous a fait samedi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Paddy Pimblett, pur produit de Dana White, ou est-ce qu'il est méritant? Marco Tulio. Lui aussi, il était sur la carte de l'UFC 314 et un vrai tueur, un vrai Brésilien. Un KO monstrueux sur les prélims, j'ai jamais vu ça. Vous voyez quand vous dites de regarder les prélims. Hein. Tulio a lancé des bombes dès le premier round. Et après, même si Gore il a répondu avec le cœur, c'était trop, c'était abusé. Tulio l'a fini avec un crochet qu'il a mis KO net. Et ce mec, c'est un produit des Dana White Contender Series, la meilleure série dérivée de l'UFC. Et dès le début de sa carrière, il montre qu'il a sa place dans le top 15. Je le vois très bien battre un mec comme Hollande ou Cannonier, et s'il arrive à enchaîner les combats, il montre que c'est un vrai danger pour la KT. Voilà le topo pour 2025, on a des combats qui s'annoncent brutaux. Volkanovski contre Lopez pour la ceinture des featherweight samedi dernier, JDM contre Belal pour l'UFC 315 à Montréal, Merab vs Suga 2 pour l'UFC 316, et sans oublier Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot pour la ceinture des flyweight en féminine à l'UFC Montréal le 10 mai. Fiorot va peut-être devenir la première personne en France avec la ceinture de l'UFC autour de la taille, et bien sûr, on ne va pas rater ça. Vous misez sur qui pour avoir un title shot avant la fin de l'année? Balancez-moi vos pronos en com, insultez-moi si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi, et si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus de contenu MMA. Moi je vous dis à la semaine prochaine.